Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour. Et vous êtes député PS de l'Essonne, vous êtes spécialiste du grand âge, vous avez fait des rapports, vous portez ces combats depuis longtemps, on va en parler. Un mot d'actualité, ces visites de Macron en province où il se fait chahuter, est-ce qu'il a raison quand même? Faut que la vapeur sorte entre lui et le peuple. J'ai cru comprendre que ça allait être l'argument présenté, vous savez, dans les fameux éléments de langage, en disant il faut que ça sorte, en effet, mais la colère, elle est pas en surface. L'opposition, elle est profonde dans le pays sur cette réforme des retraites, sur la brutalité démocratique qui a été celle d'Emmanuel Macron, donc qui continue à aller au contact. Tant mieux si ça lui permet de prendre l'exacte mesure du niveau de rejet de la politique qu'il mène en général et de cette réforme des retraites en particulier, parce qu'on avait vraiment de plus en plus l'impression d'un président retranché à l'Élysée et assez déconnecté des réalités du pays. Donc si ces sorties lui font prendre conscience de ce rejet, du moment que ça reste dans un cadre démocratique et respectueux, mais qu'il y ait des manifestations partout où il va, partout où les ministres sortent, je pense que c'est une bonne manière, parce que vous voyez, on a le sentiment qu'ils veulent enjamber. Tourner la page. Oui. Alors il nous dit, on prend 100 jours pour tourner la page, ok, mais comme si rien ne s'était passé. C'était lunaire son intervention l'autre jour. En 2-3 minutes, il balaye la réforme des retraites. Et il parle d'autre chose. Il parle d'autre chose, il déroule un programme de gouvernement qui aurait pu être celui présenté au moment des vœux le 31 décembre ou avant l'élection présidentielle ou il y a 3 ans. Enfin, vous connaissez ce film là, Un jour sans fin là, avec Bill Murray. J'ai avec la marmotte qui sort. Avec la marmotte, voilà, tous les jours, ça mouline et ça percute plus. Cette réforme des retraites, elle est juridiquement actée, sauf si le deuxième référendum qui est en étude au Conseil constitutionnel peut être engagé. Vous y croyez ou vous pensez que c'est peine perdue, il n'y aura pas lieu Ça atteste du fait, on a déposé ce référendum d'initiative partagée pour pouvoir soumettre au peuple, parce que c'est le seul dans le contexte qui peut trancher le niveau de désaccord qui existe entre l'exécutif et puis la grande majorité des Français. Le président avait dit l'autre jour, il n'y a pas eu de consensus sur la réforme. Elle n'est pas acceptée. Non, il y a eu un consensus contre sa réforme. C'est ça qu'il veut pas voir. Donc, on a déposé un référendum d'initiative partagée qui permettrait de faire trancher par le peuple. On va voir le 3 mai si le Conseil constitutionnel valide la démarche, parce qu'elle est assez encadrée juridiquement. C'est même compliqué de pouvoir déposer, c'est juridiquement précis. Mais voilà, on va voir si c'est possible. Ça va nous permettre d'organiser cette mobilisation. Il faut recueillir 4,8 millions de signatures, ce qui permettra dans les mois qui viennent de continuer à parler des retraites. Parce que voyez-vous, moi, mon objectif, c'est que ce soit le boulet qu'ils sont obligés de traîner, le sparadrap du capitaine Haddock. Et à l'horizon 2027, il y aura une présidentielle, des campagnes, des propositions. Exactement. Même si on n'a pas de vecteur juridique pour abroger, alors il va y avoir une proposition de loi. Les socialistes avaient pris l'initiative et le groupe Lyotte va la déposer dans sa... Il peut y avoir une majorité pour abroger la loi qui vient à peine d'être promulguée. Écoutez, on ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale et que le 49.3 est vraiment passé pas très loin. Mais même si cette loi d'abrogation n'était pas votée, ça veut dire qu'on va continuer à en parler. Ça veut dire que, parce que vous voyez, cette réforme, elle va entrer en vigueur en septembre, il y a des gens qui vont devoir commencer à travailler 3 mois de plus. Et donc, il faut qu'on puisse leur dire, il y aura un débouché politique à cette protestation sociale. Ce sera les prochaines échéances politiques, législatives, qu'elles aient lieu à l'occasion d'une dissolution ou comme prévu en 2027. Alors, après la retraite, à la fin des années de retraite, il y a le grand âge, dont vous êtes un spécialiste. Je vais commencer par signaler une nouvelle que vous avez signée dans la revue Ténois, où vous vous projetez en 2063, le double événement démographique, la longévité et le non-renouvellement des générations, et puis une guerre des générations, la Big Generation. Pourquoi êtes-vous si pessimiste dans cette nouvelle ? Parce que je pense qu'il faut alerter les esprits. Si on continue en pensant que tout va bien se passer, alors on aura une crise du vieillissement dans ce pays à court ou moyen terme. Moi, je prends toujours une comparaison. Dans les années 80, il y avait peut-être des gens qui disaient « Attention, on peut vivre une crise du logement dans ce pays parce qu'on construit pas assez de logements, parce que les comportements ont changé, il y a des divorces, les gens vivent plus longtemps. Et résultat, on se retrouve dans les grandes métropoles avec une tension et des prix du logement qui provoquent une véritable crise du logement. Le vieillissement, c'est pareil. C'est un phénomène totalement prévisible. C'est une bonne nouvelle qui est liée à l'allongement de l'espérance de vie, au progrès de la médecine, de notre modèle social. Et pour autant, on voit les difficultés qui vont commencer à s'accumuler, qui sont celles de l'accompagnement des plus fragiles et notamment de ceux ou celles qui sont devenus dépendants. Or, on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, qu'on procrastine. Ça fait 3 présidents de la République qui, au moins,
on peut même remonter à Jacques Chirac, promettent une loi grand âge, qui disent il faut qu'on change de braquet dans l'accompagnement du grand âge et plus largement dans la place des personnes âgées dans la société. Rendez-vous compte, on va désormais avoir les plus de 65 ans qui sont plus nombreux que les moins de 20 ans. Et donc, pour éviter justement une guerre des âges, c'est ce que je raconte dans cette petite nouvelle, mais si et le confinement avait été un début d'alerte, rappelez-vous quand on avait commencé à dire ah oui mais il faudrait peut-être qu'on fasse de manière différenciée, pourquoi est-ce qu'on arrête l'économie pour sauver uniquement les vieux dans les EHPAD, etc., qui de toute façon doivent mourir dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ça, c'est un comportement agiste. Donc, si on veut éviter ça, eh ben, on fait de la politique. Mendès France, allez, après Dostoïevski et Michel Barzac, gouverner c'est prévoir. Et là, en l'espèce, il faut mobiliser la société tout entière, ce qui ne se fait pas pour l'instant. Pour prévoir, le gouvernement avait prévu une loi, il y avait 14 articles, même le rapporteur de la loi issu de la majorité trouvait ça un peu mince. Vous avez réussi à imposer qu'il y ait à partir de septembre une loi de programmation, c'est ça qui nous attend? En fait, Emmanuel Macron avait promis une loi grand âge, donc il a parfois des bonnes intuitions. Et en 2018, il avait dit, fin 2019, on aura une loi grand âge. Il a créé la 5e branche pour ça. Alors, et à l'époque, il disait, il faut mettre à l'horizon 2030 9 à 10 milliards d'euros, parce qu'on va pas se mentir, même la Cour des comptes le dit, si on veut améliorer l'accompagnement dans les maisons de retraite, recruter plus de personnel, baisser le reste à charge pour les familles qui doivent payer les factures de l'EHPAD, avoir du personnel plus nombreux dans les services à domicile, à un moment, il va falloir augmenter la dépense publique. Alors, il faut être lucide, on ne pourra pas faire autrement, mais c'est une dépense publique qui crée des emplois publics, associatifs ou privés. Donc Emmanuel Macron avait dit on fait une loi, il abandonne. Donc, dans la dernière campagne présidentielle, il y renonce totalement. Or, les besoins demeurent essentiels. Et donc, il y a des parlementaires Renaissance qui avaient dit il faut qu'on fasse quelque chose, et ils font une toute petite loi avec une douzaine d'articles, plus 2 autres pour encore demander des rapports, alors qu'on a accumulé beaucoup de documentation. Et donc, moi, avec d'autres parlementaires, on a dit vous voulez pas d'une loi grand âge, on va, dans votre petite proposition de loi, glisser un article pour vous obliger à nous présenter une loi grand âge. Et ça a marché. Il y a eu une majorité, contre l'avis du gouvernement. Vous voyez, donc la coproduction entre le gouvernement et les parlementaires, c'est compliqué. Il faut faire du rapport de force. Mais donc en septembre, on aura cette loi de programmation. Oui, c'est pas sûr encore parce qu'il faut que le texte fasse le tour au Sénat, la navette, etc. Mais vous avez de toute façon dans votre escarcelle une loi prête qui a plus de 150 articles. Ouais. Celle-là, elle est opérationnelle, mais est-ce qu'elle est financée? C'est tout le débat. Moi, j'ai souhaité donner l'exemple, si j'ose dire, en disant voilà la loi que nous attendons. Hier, j'ai signé un courrier à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne en leur disant écoutez, il paraît que vous cherchez des sujets fédérateurs, des sujets y compris transpartisans. Et je vois à l'Assemblée nationale et partout dans le pays que tout le monde a compris que cette question de l'amélioration de l'accompagnement des personnes âgées, depuis le scandale Orpea, le livre de Victor Castanet, les Fossoyeurs, depuis la crise Covid, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Donc je leur ai envoyé ma proposition de loi, non pas pour qu'ils la reprennent telle quelle, je m'en fiche. C'est une contribution à un texte que le gouvernement devrait déposer. Mais oui, l'enjeu premier, c'est la question du financement. Après, on va pas être d'accord entre droite, gauche et centre sur comment on va chercher ces 9 à 10 milliards d'euros. Certains diront, c'est un peu plus d'impôts, c'est de la baisse de telle dépense à telle autre pour financer celui-là, mais il faut qu'on ait ce débat. Ça sera tranché aux élections. Moi, je préférais qu'on perde pas de temps, parce que je vous redis que si on perd du temps aujourd'hui, vous savez, actuellement dans les EHPAD, il manque du personnel. Les aides-soignantes, elles ont 7 à 10 minutes pour s'occuper des personnes âgées quand elles font la tournée dans les... Ça peut pas durer. Il y a des services à domicile entiers qui n'arrivent pas à recruter des personnels, et on a des personnes âgées qui se sentent de plus en plus reléguées, et des familles de plus en plus inquiètes, des aidants qui ont le sentiment qu'on ne prend pas à la juste mesure cet enjeu. On pourrait parler de l'isolement des personnes âgées. Donc perdre du temps aujourd'hui, c'est criminel. Votre priorité, c'est d'améliorer les EHPAD. On a vu la face sombre avec les Fossoyeurs, mais ça peut aussi être de beaux métiers bien encadrés. Ou bien c'est rester à domicile, maintenir à domicile. C'est évidemment rester à domicile, puisque c'est la demande première de nos concitoyens âgés. Mais pour ça, il faut adapter les logements, et on est très en retard en France sur l'adaptation des logements pour pouvoir vieillir chez soi. C'est
offrir de nouveaux services, on appelle ça de l'habitat regroupé, de l'habitat inclusif, pour des gens qui ne veulent plus rester chez eux tout seuls parce que on a peur, on est inquiet, mais ne veulent pas aller en EHPAD. Ils ne veulent pas aller en EHPAD parce que d'abord on n'en a pas besoin. L'EHPAD aujourd'hui, c'est quand on a vraiment des gros pépins de santé. Malheureusement, la moitié des entrées en EHPAD, c'est lié aujourd'hui à la maladie d'Alzheimer. Donc tout le monde n'est pas concerné. Faut avoir les chiffres en tête. Il y a 1 200 000 personnes dépendantes en France. 60% vit à domicile et 40% en EHPAD. Mais derrière ça, il y a 5 à 6 millions de personnes qu'on va dire fragiles et pour lesquelles l'important c'est que la société s'adapte à elles. Les modes de transport, le logement, l'accès au sport, l'accès à la culture. Donc on voit la ville et la vie avec un œil de vieux. Contre la guerre des générations, est-ce que la mobilisation des jeunes à travers le service national universel prévu pour aller au domicile s'occuper des vieux, ça pourrait être une solution? Mais moi je prends tout ce qui permet de faire de l'intergénérationnel. Et notamment, cette loi-là que je propose, c'est essentiellement créer des emplois. Et les emplois, c'est pour des jeunes, essentiellement, ou pas que, pour ces métiers, vous savez, du lien, du soin, du care, de la bienveillance. Après, il y a le service civique. On propose la généralisation ou l'extension encore plus grande du service civique, notamment sur les actions de lutte contre l'isolement. Si le service national universel, à condition qu'il reste sur la base du volontariat, moi je crois pas trop au SNU obligatoire, ça peut être un renfort. Dans les actions de bénévolat, ça peut être un levier. Ouais. Le débat sur la fin de vie qui va venir, c'est le même débat? Alors il faut faire gaffe. Voilà, moi j'avais aussi une gêne à voir qu'on était capable d'avoir une loi sur la fin de vie qui va avancer et qu'on repousse de 6 mois en 6 mois une loi sur le vieillissement. C'est-à-dire la raison pour laquelle mon texte, je l'ai appelé loi pour garantir le droit à vieillir dans la dignité, parce que voilà, c'est important de choisir sa fin de vie, mais je veux surtout pas qu'on lie les deux sujets, parce que sinon on donne l'impression que on évacue le problème du vieillissement en facilitant le départ, si j'ose dire, volontaire des personnes âgées. Il y a un joli film japonais qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Plan 75, qui est une dystopie sur ça, un pays qui imagine qu'on aide les gens avec une aide financière y compris en disant on vous paye votre suicide assisté. C'est Soleil Vert. Ouais, c'est exactement Soleil Vert, exactement. Ces personnes très âgées, elles votent à droite. Mais je m'en fiche de savoir pour qui elle vote. Là, on est sur vraiment typiquement un sujet d'intérêt général et on mesure le degré de maturité de notre pays à se dire que c'est un enjeu de priorité de politique publique. Et encore une fois, c'est pas qu'un enjeu médical ou médico-social, c'est de l'emploi, des emplois non délocalisables, c'est de l'aménagement du territoire et c'est une certaine vision de la société. Jérôme Guedj, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci messieurs, on retiendra. Mon objectif, c'est que la retraite soit un boulet qu'ils sont obligés de traîner. Christophe, on vous retrouve demain. Demain, vous recevez Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.